Un grand bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui d'analyser Le loup et le chien, la fable de La Fontaine. Vous pouvez travailler sur ce texte pour plusieurs raisons, dans le cadre d'une séquence sur la fable évidemment. En effet, sur bien des points, Le loup et le chien est une fable canonique, mais attention, vous allez voir qu'elle n'a pas de morale explicite. Vous pouvez aussi étudier ce texte dans une séquence sur la poésie et notamment la métrique en poésie. Par ailleurs, les fables de La Fontaine sont imprégnées par l'esprit du classicisme au XVIIe siècle. Les propos sont mesurés, le texte forme un tout cohérent. Vous allez voir qu'on peut même y trouver une influence du théâtre dans la mise en scène des personnages. Enfin, la fable est une forme d'apologue, c'est-à-dire que c'est un récit, une petite histoire qui a une visée argumentative. Nous allons voir que La Fontaine ne se contente pas de raconter une histoire, il veut amener son lecteur à réfléchir et à comparer des philosophies de vie. Dans Le loup et le chien, La Fontaine raconte la rencontre de deux personnages que tout oppose. Ils répondent bien à des stéréotypes. Le chien est fidèle à son maître, le loup est épris de liberté et toujours en quête de nourriture. Notre fable est un petit récit qui va confronter les points de vue des deux personnages. Malgré l'argumentation du chien, la trace du collier sur son cou va faire basculer la fable et revaloriser le point de vue du loup. Ma problématique: comment La Fontaine met-il en scène la rencontre de deux personnages tout à fait opposés pour illustrer une réflexion plus large sur la valeur de la liberté? Nous allons faire un commentaire linéaire, c'est-à-dire une analyse au fil du texte. C'est de toutes les façons un travail qu'on fait quand on réalise un commentaire composé. Vous allez donc retrouver dans mes explications des éléments qui pourraient rentrer dans des axes de lecture variés. L'influence du théâtre, la mise en scène d'une rencontre, la dimension argumentative du discours du chien, la fable comme apologue, une réflexion philosophique sur la liberté, etc. Allez, c'est parti. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. Dans ces premiers vers, on a une mise en scène de la rencontre des deux personnages. Le loup est défini par ce qu'il ne possède pas. C'est le verbe avoir qui est utilisé dans une structure restrictive. Un loup n'avait que les os et la peau. Au contraire, le chien a plein d'adjectifs: puissant, beau, gras, poli. Non seulement ces personnages sont opposés, mais en plus ils sont présentés comme des ennemis naturels, par la relation de cause à conséquence. C'est parce que les chiens font bonne garde que le loup se trouve dans la misère. Ce début de fable construit donc un suspense. Les personnages vont-ils se battre? Le verbe rencontrer est au présent, alors qu'on était jusque-là à l'imparfait, avait, faisait. Cela met l'événement en relief. S'était fourvoyé nous fait remonter dans le passé. Il est très rare qu'un chien s'aventure dans les bois. On a donc bien ici une rencontre très inhabituelle qui suscite la curiosité du lecteur. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre hardiment. Nous sommes maintenant dans les pensées du loup, c'est donc bien le personnage principal de la fable. On peut noter les allitérations en cas, attaquer, quartier, et l'accélération du rythme. On passe d'un alexandrin là à un octosyllabe. Cela contribue au suspense. Est-ce que les deux animaux vont se battre? Mais tout de suite, l'hypothèse d'un combat est mise de côté avec le lien d'opposition « mais » et le subjonctif imparfait « eût fait ». Le subjonctif imparfait, eh bien, c'est le temps par excellence des actions qui, justement, ne sont pas réalisées. Dans ce passage, les animaux représentent déjà des types humains. Notre fable a une dimension de parabole, elle dit quelque chose sur le monde des hommes. Il faudra rester attentif à tous ces signaux. Le loup est appelé sire, et l'expression « livrer bataille » est davantage un terme utilisé pour la guerre entre seigneurs que pour le combat entre deux animaux. Le loup représente la noblesse pauvre de province qui n'entre pas dans les systèmes d'allégeance et de protection et qui doit battre en retraite ici faute de pouvoir soutenir une riposte. Je vous renvoie à mon commentaire sur Candide où Voltaire laisse comprendre à demi-mot que le baron de Thunder-ten-Tronckh habite un château en ruine. Au contraire, le chien en face représente la noblesse de cour, les courtisans qui sont prêts à flatter ceux du logis, comme nous le verrons plus tard. Le chien est désigné par le terme matin avec une majuscule. Il représente donc bien une catégorie de personnages. Le matin, c'est une race de chiens de garde. On peut aussi dire un molosse, c'est-à-dire un chien massif adapté au combat. Ce terme est employé ici justement pour expliquer que le loup renonce à se battre. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. L'intérêt du lecteur est relancé, c'est une situation exceptionnelle, car ces deux ennemis vont parler au lieu de se battre, que vont bien pouvoir échanger ces personnages que tout oppose. Le verbe aborder est au présent de narration, comme tout à l'heure, c'est une manière de faire vivre au lecteur cette rencontre en temps réel. Le discours du loup n'est pas rapporté directement, mais uniquement par des verbes de parole, aborder, entrer en propos, faire des compliments. Par contraste, cela va mettre en valeur les paroles du chien qui seront rapportées directement juste après.
On remarque des allitérations en L et des assonances en O et en ON. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment, etc. Le loup arrondit le ton qu'il emploie pour s'adresser au chien. Il est très humble et il ne souhaite pas être agressif. Par contre, il ne faut pas confondre les flatteries du loup avec celles que pourrait faire, par exemple, le renard. Ce n'est pas une ruse. Le loup est tout à fait conforme à son personnage. Il a très faim. Tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver de la nourriture. Voilà pourquoi il s'intéresse naturellement à l'embonpoint du chien. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. » Le chien utilise le futur et l'impératif. Il ne tiendra qu'à vous. Quittez les bois, vous ferez bien. C'est lui qui dirige la conversation. Ce qu'il va proposer est acquis d'avance. S'il avait utilisé du conditionnel, il ne tiendrait qu'à vous, cela aurait ajouté une notion de doute qui justement n'a pas lieu d'être. La différence physique entre les deux personnages est accentuée par le comparatif, être aussi gras que moi. Dans les paroles du chien, le loup est mis dans une catégorie, vos pareils. On parle donc en fait d'une classe sociale. La fable porte bien un message plus général sur la société. Le chien utilise 3 termes pour désigner le loup ou les pareils du loup. Des cancres. Alors les cancres ne désignent pas ici les mauvais élèves, mais plutôt les gens sans fortune. C'est un terme vieilli. R, c'est le nom qu'on donnait à une sorte de chemise grossière. Ici, on peut dire que c'est une métonymie. En effet, on désigne une personne uniquement par un détail de son habillement. Ce mot nous fait voir derrière les loups des personnages humains. La structure attributive, dont la condition est de mourir de faim, est étonnante. Mourir n'est pas une condition de vie. Avec ce paradoxe, le chien cherche à marquer les esprits. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Le chien ici utilise une question rhétorique pour mieux convaincre son interlocuteur. Il fait lui-même la réponse à sa question. Quoi? Rien. Certains mots renvoient au début de la fable. Rien d'assuré nous rappelle que le loup est défini dès le premier vers par le fait justement qu'il ne possède rien. Le verbe avoir est conjugué au futur. C'est une forte promesse pour le loup. Vous aurez un bien meilleur destin. La franche lipée est une expression imagée. C'est bien un chien qui parle ici. Des expressions qui humanisent les personnages sont donc juxtaposées à d'autres qui rappellent au contraire leur appartenance au monde animal. On a aussi des rimes en un, bien, fin, destin, qui riment avec le mot chien. C'est une manière supplémentaire de bien identifier le discours de ce personnage. La réponse du loup, que me faudra-t-il faire, indique que le discours du chien a bien fonctionné. Presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Dans ces 3 vers, le chien présente ce qu'il doit faire, presque rien. Il diminue les contraintes de sa condition de vie. On va donc trouver des procédés d'atténuation. Contrairement au loup qui doit tout obtenir à la pointe de l'épée, le chien doit faire fuir des gens qui portent des bâtons. Ce sont des pèlerins. Faire fuir des pèlerins et des mendiants, c'est une tâche facile en comparaison de ce que le loup connaît actuellement. Le verbe complaire est en fait un euphémisme qui signifie obéir. C'est un discours d'atténuation, ce n'est pas un discours qui vise à tromper le loup. Je pense que le chien est sincèrement heureux de son sort. Le verbe complaire montre à quel point son obéissance est en fait une servitude volontaire. Le verbe flatter est aussi particulièrement bien choisi. À travers le chien, La Fontaine vise les courtisans dont le métier est justement de flatter le roi. Les 2 verbes à l'infinitif révèlent que ce vers est construit en chiasme, flatter au tout début et complaire à la fin, avec les compléments au milieu. Cette structure qui encadre illustre bien l'absence de liberté. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. À partir de là, on passe dans la 2e partie du discours du chien. Après les devoirs qui ont été atténués, nous allons avoir les avantages qui seront au contraire valorisés. Exagérer les avantages, cacher les inconvénients, ça ne vous rappelle rien? C'est le procédé classique de la publicité. Les reliefs, ce sont des restes, mais si le mot reste aurait été négatif, au contraire le mot relief désigne la même chose mais d'une façon plus positive. Le chien insiste sur la quantité, force, qui est un adverbe intensif, et sur la variété, toutes les façons, qui signifie cuisiner de toutes les manières possibles. Eau de poulet, eau de pigeon, nous retrouvons le stéréotype du chien qui apprécie les os. Il faut bien imaginer que le loup qui entend cela est affamé, ça lui donne l'eau à la bouche. Ensuite, les points de suspension que vous voyez laissent imaginer d'autres repas. L'énumération du chien n'est pas finie. C'est peut-être aussi un silence qui permet au loup d'imaginer ce qui vient d'être évoqué. Le chien utilise une prétérition ici, sans parler de. Il dit en disant qu'il ne dit pas.
C'est une manière d'ajouter un argument final qui est destiné à convaincre le loup définitivement. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Avec ce vers, le lecteur comprend que le loup a été convaincu. Le verbe pronominal, se forge, montre bien qu'il s'est approprié les images évoquées par le chien. Le loup est déjà tellement dans l'imagination de son avenir heureux qu'il pleure sur sa condition misérable présente. C'est un trait d'humour de La Fontaine. Chemin faisant, il vit le col du chien, pelé. « Qu'est-ce cela ?» lui dit-il. « Rien, quoi, rien, peu de choses, mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. » Le discours du chien a duré 17 vers, mais la fable bascule sur un mot, le mot pelé, qui est mis en valeur à la toute fin du vers après une virgule. Ce détail a donc plus de force que tous les discours. C'est d'ailleurs exactement ça le pouvoir des fables. Une petite histoire révélatrice vaut mieux qu'une longue argumentation. La fable est ce qu'on appelle un apologue. À partir de là, le loup reprend le contrôle de la conversation. La tirade du chien était longue. Ici, les répliques fusent rapidement. 4 répliques dans un seul alexandrin. C'est très rare. En théâtre, on appelle ça des stichomities. Le rythme s'accélère. Par ses rythmes et ses paroles à rapporter, cette fable a une véritable dimension théâtrale. Le mot « rien » est décidément un mot important. Il fait écho au « presque rien » qui ouvrait le discours du chien. Ici, il est répété 2 fois, et comme le loup insiste, il devient peu de choses dans la bouche du chien. Le chien est obligé de concéder qu'il n'a pas tout dit, mais il continue d'atténuer avec le mot « peut-être » qui est un modalisateur. Le chien utilise d'ailleurs souvent des petites expressions d'atténuation, presque rien, peu de choses, ici « peut-être » et à la fin nous verrons « pas toujours ». À chaque fois ces expressions commencent avec la lettre P qui rappelle la négation. Évidemment, le collier a ici une dimension symbolique, il représente la servitude. Le chien dit « je suis attaché », pourtant il n'est pas attaché au moment où il parle. Le présent de l'indicatif indique que la servitude du chien est une caractéristique constante de sa condition de vie. Même sans collier, il reste attaché. D'ailleurs, c'est aussi une voix passive dont le complément d'agent n'est pas exprimé. Le chien est attaché par son maître. « Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Le verbe courir est l'un des rares verbes d'action de cette fable. C'est aussi le dernier verbe de la fable. Il représente symboliquement la liberté du loup. De même, le verbe vouloir est répété 3 fois ici. D'abord, il est mis en valeur dans un enjambement. Vous ne courez donc pas où vous voulez. La phrase est coupée en 2 et le verbe est reporté au vers suivant. Je ne veux et ne voudrais. Avec ce verbe, le loup affirme son point de vue plusieurs fois. Cela donne de la force à son refus qui est sans appel. En face du rien utilisé par le chien, le loup préfère en aucune sorte. Il ne subit pas. C'est un véritable choix. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Alors que le chien utilisait des questions rhétoriques, le loup pose ici une question fermée. On ne peut y répondre que par oui ou par non. Le chien essaye d'esquiver avec un pas toujours, mais on sait tous que ça vaut pour un oui. Le verbe importe sert de pivot entre les 2 points de vue. Pour le chien, il importe peu, mais qu'importe. Le loup reprend le même verbe pour dire l'inverse, il importe si bien. C'est sur la valeur attribuée à la liberté que les 2 protagonistes s'opposent. La Fontaine vient poser cette question philosophique de la liberté à la toute fin de sa fable. Avec ce refus catégorique, nous avons un effet de chute. Mais est-ce que c'était vraiment inattendu ? Honnêtement, il était impensable que le loup soit domestiqué, cela va entièrement à l'encontre de son personnage. Notre fable obéit aux règles du théâtre classique, unité de temps, unité de lieu, cohérence de l'intrigue. De même, dans le théâtre classique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages ne changent pas. L'avare reste avare jusqu'au bout, le misanthrope aussi. Dans cette perspective, il était nécessaire que le dialogue aboutisse au point de désaccord entre les 2 animaux. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Avec cette dernière phrase, La Fontaine ne vient pas voler au loup son dernier mot. Au contraire, il vient l'accentuer. Cela laisse penser que le fabuliste penche du côté du loup. Mais les verbes s'enfuir, courir sont narratifs. Nous n'avons pas de présente vérité générale, donc pas d'aphorisme, pas de morale. De cette manière, La Fontaine laisse au lecteur le soin de prendre à son tour la parole pour formuler lui-même la morale de cette histoire. Ma conclusion. Toute la fable est orientée vers le retournement final de la situation. Le lecteur suit avec intérêt cette rencontre inattendue entre 2 personnages que tout oppose. Le chien, avec sa supériorité physique et rhétorique, semble sur le point de convaincre le loup de le suivre. Mais c'est un détail révélateur qui fait revenir le loup sur sa décision. La trace du collier dénonce la servitude du chien.
La condition du loup est sans doute aussi celle du poète, qui met son œuvre au-dessus de la sécurité financière et du confort matériel. La Fontaine est en effet mort dans la pauvreté, n'ayant jamais joué le jeu des courtisans. L'épitaphe de La Fontaine est célèbre, car il l'a rédigée lui-même. On y retrouve le même dédain du loup pour tous les trésors du monde qui ne valent pas une vie à ne rien faire. C'est étonnant pour un homme qui a travaillé toute sa vie à construire une œuvre immense. Je crois que c'est surtout la valeur du temps que La Fontaine réhabilite dans ce dernier mot mystérieux qu'il mit sur sa tombe. Voici l'épitaphe. Épitaphe d'un paresseux. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dépenser, deux parts en fit, dont il voulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Peut-être que vous vous demandez comment faire votre propre commentaire composé. Ma méthodologie secrète n'est désormais plus secrète, vous pouvez la découvrir en vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est un excellent moyen pour moi d'améliorer et d'orienter mes prochaines productions. Je vous répondrai avec plaisir. Je publie régulièrement. Pour suivre mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez aussi le fil Twitter qui propose en plus plein de ressources pour réviser en ligne, des sites de profs, des applications pédagogiques, des jeux sérieux. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.